L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, Léon XIV entame ce lundi 13 avril un grand voyage de 11 jours en Afrique. Ce sera son 3e voyage apostolique hors d'Italie et la première visite d'un pape en Algérie. Léon a choisi de débuter ce voyage par ce pays, par la terre natale de Saint Augustin qui lui est chère. On sait que le Saint-Père se présente comme fils de Saint Augustin, lui qui fut prieur général, membre de l'ordre des Augustins de 2001 à 2013. Et pour parler de Saint Augustin l'Algérien, notre invité est Pierre-Yves Fuchs. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de la Confédération helvétique près le Saint-Siège de 2014 à 2018 et plus tard ambassadeur en Algérie de 2022 à 2025. Aujourd'hui, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères à Berne. Peut-être un mot, monsieur l'ambassadeur, sur votre lien particulier avec l'Algérie. C'est un lien qui a commencé en 2000-2001 pour préparer un grand colloque sur Saint-Augustin. Et puis ensuite, des années après, j'ai eu la joie de retourner dans ce pays à un moment où il y avait énormément de sujets difficiles à traiter, mais il y avait également des visites augustiniennes, y compris des universitaires, de l'Université de Fribourg, quelques autres. Donc c'est un pays que j'ai eu l'occasion de parcourir pendant ces dernières années. Alors, je vous propose de commencer par faire un retour en arrière, si je puis dire. On regarde cette vie de Saint-Augustin, son parcours. Saint-Augustin, docteur et père de l'Église. Évêque d'Hippone, ville antique dont il a été l'évêque entre le 4e et le 5e siècle. Quels sont les sites liés à Saint-Augustin en Algérie ? Alors il y a les sites liés à son enfance, à sa jeunesse, sa ville natale, actuelle Soukaras, où il ne reste rien si ce n'est un olivier que la population vénère. Mador, où il a été à l'école. Ensuite, un moment de présence en Italie, un moment de conversion, un moment de sa carrière, et le retour en Algérie. Et là, c'est essentiellement Hippone, Annaba, la ville dont il a été l'évêque pendant des années. Mais il a également sillonné tout le pays, toute l'Afrique du Nord, l'Africa romaine, allant souvent à Carthage, mais également dans d'autres sites dans lesquels on a des ruines absolument spectaculaires et des sites intéressants comme Tipaza, que tout le monde connaît, je pense. Sa mère, on peut rappeler, sa mère, Sainte Monique, était berbère, son père un romain. Quel était le contexte de cette région à l'époque ? C'était une région romanisée depuis quelques siècles, avec une population dans laquelle les Amazighes aujourd'hui, les Kabyles, les Berbères, voient leurs ancêtres, des familles dont il est souvent difficile de savoir si c'était des Africains, des Romains de souche ou pas, comme on le dirait aujourd'hui, puisque les noms peuvent être attribués aux uns ou aux autres. Ce qui est certain, c'est que Monica, c'est un prénom berbère par ses racines, et qu'Augustin lui-même se considérait comme africain. Afer sum, je suis africain, c'est ce qu'il répondait à certains de ses détracteurs. Et il avait une certaine connaissance du parler non latin, mais ne le maîtrisait pas. Il a dû utiliser d'autres prêtres pour communiquer à des fidèles dans des zones rurales. Et le parcours de Saint-Augustin a été marqué aussi par des allers-retours autour de la Méditerranée, vous l'évoquiez il y a un instant, entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée. Il y a eu un grand aller-retour, et ensuite, il a sillonné cette terre d'Afrique du Nord. Et après les invasions vandales, il y a eu un dernier voyage qui a amené sa dépouille et sa bibliothèque en Italie. Il repose aujourd'hui à Pavie. Sa conversion, on peut le rappeler, a eu lieu à Milan. Oui, c'est la scène du jardin qui est Tolle Leghe prend et lit, il saisit le livre des Écritures. C'est un moment qui a été marqué par son baptême, par saint Ambroise de Milan, donc un retournement complet et dont on a l'histoire spirituelle dans ses confessions. On évoque à l'instant la géographie en quelque sorte de Saint-Augustin. Quelles sont les traces qui demeurent aujourd'hui en Afrique du Nord et en particulier en Algérie ? J'ai posé cette question à une grande archéologue algérienne qui m'a dit « le plus tangible, c'est le paysage ». C'est ce paysage avec complètement vert en hiver, un relief assez tendre,
pas de montagnes abruptes au nord de l'Afrique, la proximité du désert. Sinon, pour retrouver les sites, les lieux où il a marché, on trouve ça tout de même à Hippone, à Annaba. On a conservé les voies romaines, les voies de cette ville avec un système d'évacuation d'eau. On a retrouvé des églises, on a retrouvé passablement de vestiges. Et donc, quand le pape Léon parcourra ce site à Annaba, du haut de la colline où se trouve la basilique, il verra des pierres, il verra des lieux qu'Augustin a connus, a foulés. Pierre, il faut que vous parlez de la basilique Saint-Augustin à Annaba. Elle a été édifiée au 19e siècle. Elle a été restaurée récemment. Les travaux d'ailleurs se sont achevés en 2013, soutenus par l'État algérien, mais aussi des donateurs privés, des entreprises et un don personnel de Benoît XVI. Le père Robert Francis Prévost a participé aussi à la célébration qui marquait la fin de la restauration de cette basilique. Et c'était important pour l'Algérie que cette basilique puisse retrouver sa beauté. Oui, oui, oui. Il y a peut-être une dimension plus touristique, mais l'Algérie n'est pas un pays qui cherche avant tout à vivre du tourisme. Je crois que c'est une dimension patrimoniale. C'est vraiment une manière d'intégrer ce passé. Actuellement, la cathédrale d'Alger est en rénovation également avec des fonds publics algériens. C'est un lieu qui célèbre une partie du passé de l'Algérie et on peut dire son enfant le plus illustre. À l'intérieur, on a des anges qui portent les titres de ses livres et on a une relique de Saint-Augustin, de son avant-bras. Quel lien les Algériens d'aujourd'hui entretiennent-ils avec Saint-Augustin? On sait qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la population est de confession musulmane. Oui, on peut dire qu'il y a un certain consensus pour être fier, pour être attaché à cette personne, mais dans des perspectives très diverses. Évidemment, pour les catholiques, c'est un saint, c'est un très grand saint qu'on vénère, je dirais, conjointement à Charles de Foucault, au martyr de Tibérine et d'autres. Pour les chrétiens évangéliques de Kabylie, c'est une figure kabyle plutôt qu'un saint qu'on vénérerait. Pour les musulmans, pour ceux qui sont, je dirais, vraiment les intellectuels musulmans, c'est ce qu'ils appellent le philosophe algérien, ce qui est une manière un petit peu, peut-être un double anachronisme, mais en même temps une réalité. C'est un auteur qui a écrit des traités philosophiques. Pour les musulmans en général, c'est quelqu'un qui renvoie au passé romain de ce pays, mais qui n'est pas un païen. Donc, c'est quelqu'un qui peut tout à fait parler par ses messages politiques, par ses messages religieux, ou en tout cas mystiques. C'est une fierté pour l'ensemble du pays, les Kabyles qui pensent à Munich et les autres. Tout à l'heure, vous évoquiez le colloque international qui s'est tenu à Alger, à Annaba, en 2001 autour de Saint-Augustin, autour du thème africanité et universalité de Saint-Augustin. Pourquoi, au fond, ce colloque, en quelque sorte, est un point de bascule justement dans ce rapport à Saint-Augustin pour l'Algérie? Je pense que c'est effectivement un point de bascule. Ça tenait à plusieurs faits. On était à la fin de la décennie noire du terrorisme et une des figures de ce colloque, André Mandouze, qui a été en 1962, le premier recteur de l'université d'Alger après l'indépendance, était à la fois un chrétien de gauche engagé pour l'indépendance algérienne et un grand spécialiste de Saint-Augustin. Donc c'était le moment d'un passage de témoin. C'était le moment où la patristique, en général, s'intéresse non plus exclusivement au dogme, mais aussi à la vie concrète des personnes. Et donc, les Européens, le reste du monde peut-être a redécouvert ou découvert les racines africaines de Saint-Augustin, tandis que les Algériens, qui l'avaient peut-être oublié, ont redécouvert que leur plus illustre ancêtre, si on peut dire, était Saint-Augustin. Et on peut signaler que ce colloque
avait été organisé par le Haut Conseil islamique en Algérie, en partenariat avec l'université de Fribourg. Alors on a en tête les grandes œuvres de Saint-Augustin, les Confessions de la Trinité, la Cité de Dieu. Au fond, vous, à partir de cette africanité de Saint-Augustin, quelle lecture vous faites de cette pensée? Même si on a quelques minutes, ça nous intéresse d'avoir votre regard et le fruit de votre travail. Je crois que l'africanité se mesure dans ses œuvres, mais peut-être encore plus dans des œuvres récemment identifiées, découvertes, des sermons, des lettres, des écrits du quotidien. C'est une réalité tendue, tout sauf pacifique, avec le schisme donatiste, beaucoup de divisions, de violences, et dans les dernières années l'arrivée des Vandales. Donc un moment très troublé. Et à ce moment-là, Saint-Augustin se fait le docteur de la paix. C'est à lui qu'on doit cette définition de la paix comme tranquillité de l'ordre. Et dans le 19e livre de sa Cité de Dieu, il y a toute une théologie de la paix en soi, la paix dans la cité, la paix avec Dieu à tous les niveaux. Et je crois que c'est un des messages les plus parlants, non seulement pour les Algériens, mais pour notre monde aujourd'hui. C'était aussi le premier mot du pape Léon après son élection, quand il est apparu pour donner sa première bénédiction à la ville et au monde. Oui, je peux signaler que vous avez rassemblé des textes de Saint-Augustin dans un ouvrage qui s'intitule Paix et guerre selon Saint-Augustin. C'est ce que dit Saint-Augustin encore aujourd'hui à l'Algérie, à l'Afrique? Je pense que c'est ce qu'il dit aujourd'hui et c'est ce qu'il dit à l'humanité, mais notamment à l'Afrique, qui est un continent qui affronte beaucoup de défis de division. C'est la paix qui va de pair avec la justice, qui va de pair avec le pardon. Ni l'une ni l'autre ne sont faciles à gagner, et puis qui se joue à différents niveaux, qui est essentiellement à vivre et à construire à tout moment à divers niveaux. On se rappelle ces jours-ci Saint-Augustin aussi comme docteur de la théorie de la guerre juste, des conditions cumulatives qui permettent qu'une guerre soit justifiée, mais je crois que c'est aussi un maître de ce qu'est la paix, de ce que doit signifier, coûter, représenter, offrir la paix. En un mot, pour conclure, qu'espérez-vous de ce voyage de Léon XIV dans ce pays de Saint-Augustin l'Algérien? J'espère que le pape, et je suis certain que le pape François se fera Le pape le Léon? continuateur, le pape Léon, pardon, se fera le continuateur de Saint-Augustin. C'est le successeur de Pierre, c'est aussi le successeur de Saint-Augustin. Et l'Algérie pourra entendre et en même temps servir de caisse de résonance pour un message qui inclut notamment cette question de la paix. Merci beaucoup Pierre Fuchs. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de la Confédération helvétique près le Saint-Siège et en Algérie. Et vous êtes désormais directeur de la division Eurasie au secrétariat d'État aux Affaires étrangères en Suisse à Berne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.